Alors, bonjour à tous nos auditeurs aujourd'hui. Alors, je m'excuse parce que je n'ai pas eu la caméra qui fonctionne. Donc, aujourd'hui, l'interview des parents des enfants médiums va se dérouler en format audio. Aujourd'hui, nous recevons les parents de la petite Lou qui a 9 ans. Donc, nous sommes avec Doriane et Cyril, le papa et la maman de Lou. Merci de votre présence et merci d'avoir accepté mon invitation à me rejoindre pour cette interview. Bonjour et puis merci Inès de faire tout ça pour les parents d'enfants médiums. Oui, je pense que c'était nécessaire parce que il y en a, voilà, il y en a. Et c'est vrai que le fait de ne pas arriver à trouver, comment dire, à qui en parler et comment en parler, ça manquait peut-être un petit peu au niveau des forums, au niveau des réseaux sociaux, ou même sur les chaînes YouTube que j'anime également. Donc, le fait de se retrouver et de vous donner la parole était quelque chose qui me tenait à cœur depuis quelque temps. Oui. Alors, pour votre petite Lou, qui a donc 9 ans, c'est votre fille unique ou elle a des frères et des sœurs, cet enfant? Elle a 2 petits frères jumeaux qui ont 6 ans. Oui. Voilà. Et c'est Lou, la première. Lou est donc l'aînée et elle a présenté quelques signes comme ça au niveau de perception d'extrasensorialité. Depuis combien de temps à peu près? Vas-y, je te laisse. Nous, on a repéré, on va dire, les premiers signes, vraiment, quand le langage aussi est apparu, que c'est à partir de 2 ans et demi, 3 ans, en fait. Ah oui, ouais, c'est tôt quand même, hein. C'est tôt parce qu'après, comme vous le disiez, donc on est quand même sur une enfant en bas âge, quand même, 2 ans et demi. Et ça s'est manifesté comment si tôt comme ça pour elle? Elle voulait exprimer comment? Par ses propres mots d'enfant ou par quelle attitude? En fait, vraiment, on va dire, la première fois où ça nous a interpellé, on était en balade à côté de chez nous. Il se trouve qu'il y a un cimetière à peu près à 600 mètres de l'appartement, et qui est accolé à un parc en fait. Et donc on venait du parc et en fait, d'un coup, en passant, en longeant le cimetière, elle s'est cramponnée à nous, tétanisée, et elle nous a exprimé qu'il y avait quelqu'un, Du coup, on n'a pas vraiment pris compte sur l'instant T Elle a dit, en passant, mais en fait, du coup, on a continué notre balade, mais c'est vrai qu'on en a reparlé après avec Dorian en rentrant à la maison de ce qui s'était passé, quoi. Mais en fait, elle a pointé du doigt une tombe et elle a dit mamie en sang. Ouais, c'est ça. Et quand on est rentré dans le parc, il y avait un papy, une mamie sur un banc, papy, mamie, normal. Et là, on s'est dit, bon, ça nous est un peu passé partout, quoi. Oui, oui, il y a de quoi, oui, et ça. C'était la première, vraiment le tout premier truc avant la suite, quoi. Oui. Et oui, parce que voilà, c'était une première approche par rapport à cette extrasensorialité et cette médiumnité qui se met en place, qui est quand même assez jeune, assez précoce. Et par la suite, donc, d'autres événements se sont déroulés. Ils se sont déroulés de manière un peu plus significative pour vous. Ça a pris quelle tournure dans ce côté d'amplification, de confirmation de sa médiumnité, parce qu'elle n'a que 9 ans, donc ça a pris quelle tournure depuis? Après ça, moi je suis tombée enceinte des garçons. Et puis on lui a dit, tu vas avoir une petite sœur ou un petit frère, mais on n'avait pas fait l'échographie ni rien. Et il nous a dit, il y en a 2 et c'est 2 garçons. Donc j'ai rigolé, j'ai dit non, t'es mignonne. Et puis effectivement, il y en avait 2. Et puis aux échographies très tôt, on nous a dit, c'est un garçon, c'est une fille. Pour nous dire finalement, un mois après, on s'est trompé, c'est 2 garçons. Donc là, on s'est dit, bon, ça a été la suite. Des petites choses comme ça. Voilà. Et puis... J'ai l'impression aussi qu'elle n'avait pas l'impression d'être en face dans sa vie actuelle. Souvent, elle nous disait que dans sa vie d'avant, elle parlait souvent de sa vie d'avant aussi. Oui. Ah, c'est intéressant ça. C'est-à-dire que ça, là aussi pareil, elle vous a expliqué comment ces choses-là, en quels termes elle vous en a fait part? Souvent, c'était à table quand on mangeait ensemble, quoi. Mm-hmm. Après,
pour rentrer dans les détails, en fait, il y avait pas mal de détails. C'est vrai qu'on n'a pas noté, on l'a pas noté comme on pourrait noter des rêves, des choses comme ça. Oui. Mais elle nous disait que dans sa vie d'avant, son papa et sa maman étaient différents, c'était pas nous. C'était quand même son père et sa mère. Et que, après, pour rentrer dans les détails, un jour, en mangeant son dessert, ça venait à des moments vraiment, on ne comprenait pas qu'elle nous sorte ça comme ça. Mon papa, il buvait beaucoup de colle parce qu'elle ne parlait pas très bien, donc c'était beaucoup d'alcool. Et ma maman, on a dû partir, mais ma maman, elle est morte. Je lui ai dit, mais non, c'est nous tes parents. Non, moi aujourd'hui, j'ai beaucoup de chance de vous avoir, mais avant, c'était comme ça. Alors, et elle est restée sur cette version pendant un bon mois, et régulièrement, et elle en démordait pas, quoi. Et oui. Donc, voilà. Oui, vraiment, voilà, ce sont des choses quand même assez pertinentes. Après, par rapport à la perception qu'elle a pu avoir aussi avec ses rencontres avec l'au-delà, est-ce que vous avez pu après confirmer la véracité de ces visions ou de ces contacts? Est-ce qu'il y a eu moyen d'y parvenir ou pas? En confirmation, on va dire qu'il y a eu, on a demandé de dessiner un petit peu les visites qu'elle pouvait avoir le soir, quoi. Oui. Il y avait surtout on va dire les ombres noires. Il y avait aussi une ombre avec un chapeau. Et du coup, après, par rapport aux confirmations, quand on en parlait aussi un petit peu autour de nous, certaines personnes, on va dire, qui ont une sensibilité, des personnes en fait, on a un ami notamment de culture musulmane, et quand il rentrait dans la chambre, franchement, il se sentait pas bien. Il n'arrivait pas à rester dans sa chambre. Et lui, pour essayer de nous aider, nous a déposé une sourate, on va dire, de protection en fait, pour essayer de l'aider. Oui. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on va dire que c'était un petit peu le bazar en termes de bruit ou le fait de se sentir apaisé aussi dans la maison. Du coup, c'est là en fait qu'on a fait appel à un premier magnétiseur en fait, pour essayer de voir ce qui se passait auprès de nous, quoi. Et bon, du coup, on a fait cette là et on avait ce magnétiseur en fait nous a confirmé que en fait, elle travaillait à ce niveau, qu'elle avait un haut potentiel en fait. Oui. Du coup, lui, il nous a proposé de couper en fait pour l'apaiser et pour essayer de faire en sorte qu'elle se repose aussi, qu'elle soit pas trop embêtée. Et du coup, il y a eu une action concrète, on va dire, pendant un an en fait, où elle a été construite. Et passé un an, en fait, après, c'est revenu, on va dire, plein fouet, quoi. Parce que c'est vrai que cette thématique de vouloir couper les dons, c'est quelque chose qui revient assez souvent. C'est-à-dire que après, c'est une action qui est tout à fait, on va dire, logique dans la réflexion des parents, parce que on voudrait éviter que les enfants soient heurtés ou exposés à des choses qui sont forcément désagréables. Et c'est vrai que l'on pense bien faire en se disant on va mettre un terme à tout ça, ou on va mettre un petit peu en pause ces réceptions pour permettre à l'enfant d'évoluer sereinement et tranquillement. Et comme la médiumnité est quelque chose qui ne peut pas se perdre, voilà, une fois surtout avec des médiumnités qui sont apparentes précocement chez des très jeunes enfants, nécessairement ça va revenir. C'est-à-dire que c'est un petit peu l'idée de mettre un peu la poussière sous le tapis en se disant ça dérange, mais on va planquer ça, on va un petit peu atténuer, mais ça n'empêche que c'est là et qu'à un moment donné ça va ressortir. Et lorsque ça ressort, ben, ça va exposer l'enfant à quelque chose de trop franc, de trop direct, de trop brutal, même je dirais par certains aspects, parce qu'il n'a pas eu l'occasion d'expérimenter et de s'endurcir. Voilà. Donc il n'a pas cet acquis, il n'a pas cet apprentissage qui aurait pu se dérouler naturellement si les parents n'étaient pas intervenus. Mais ah oui. Et nous, ce qu'on avait soulevé aussi, la problématique avec le magnétiseur et puis nous, nos observations, c'est que en fait, par rapport à son âge, en fait, elle ne pouvait pas en fait dissocier par rapport aux visites ce qui était, on va dire, positif ou négatif en fait.
Oui, Du coup, ça pouvait être à un moment donné problématique par rapport à ce qu'elle pouvait recevoir. oui, tout à Et puis fait. elle ne pouvait pas aller dormir surtout. C'est surtout, ouais, Elle hurlait le son soir. C'était des hurlements dès qu'on lui disait c'est l'heure, elle hurlait quoi. Donc on n'arrivait pas, on a fait des psychologues, on a fait jusqu'au magnétiseur. Mm. Et elle était épuisée quoi, donc il fallait qu'on trouve cette solution et c'est revenu comme vous dites fort, plus fort quoi. Donc et 9 ans aujourd'hui, on a toujours des soucis À voilà, gérer, ouais. pour À accompagner, à la gérer, c'est sûr, c'est sûr. Est-ce le que, soir, ouais. est-ce que l'un de vous deux a des capacités au niveau de la médiumnité, magnétisme, divination ou autre? Est-ce que vous avez des aptitudes l'un ou l'autre des parents? Bah, tous les deux, on a une sensibilité en fait. Moi, comment dire, jeune en fait, j'ai eu les soucis qu'a eu Lou en fait. J'avais pas vraiment l'écoute de mes parents, donc j'ai dû gérer ça, on va dire, tout seul, essayer de gérer ça tout seul. Et moi, ça a coupé, on va dire, j'ai été plus soulagé à partir de l'âge de 10 ans, quoi, au Mhm. collège. Et après, on va dire, c'est revenu à l'âge de 18-19 ans. Et là, c'est aussi l'arrivée des expérimentations. Et du coup, moi, j'ai coupé pendant une dizaine d'années, en fait, avec le cannabis, en fait, pour que je rêve et j'ai un sommeil de plomb dès que je me mets dans le lit. Oui, Et maintenant que j'ai arrêté ça, on va dire que ça revient de manière, on va dire, plus light. Et ça intervient plus dans les rêves que, on va dire, en mode semi-éveillé ou même en éveillé. d'accord, ok. Après, Dorian, elle a une sensibilité aussi. Oui, oui, bah moi, magnétisme, oui, je pense, bah, j'ai enlevé les verrues qu'avait nous cet été, je me suis essayée, elles sont parties, voilà, donc, et puis avec un rendez-vous que j'ai eu avec vous, du coup en privé, vous avez mis ça en lumière, que j'avais des aptitudes médiumniques, et c'est pareil, c'est plus la nuit, moi j'ai des messages, je me réveille, je sais que j'ai pas juste rêvé, après, pas plus que ça, quoi. Mm. Ta formation Reiki. Oui, j'ai fait du Reiki, mais bon, voilà, enfin, voilà. Donc c'est vrai que là, quand même, avec les parents, on a déjà quand même un terrain favorable. C'est-à-dire que la petite Lou, dans son incarnation, dans son arrivée dans votre famille, c'est pas par hasard voilà, que c'est votre fille, bien évidemment. Et en même temps, c'est aussi explicable puisqu'il y a quand même une hérédité, une transmission Oui. de dons que l'on peut même retrouver, hein, je pense, même par vos ancêtres, grands-parents ou autres membres Oui, de la les famille. grands-parents, moi, ma grand-mère guérissait, oui, enfin, oui. Voilà, donc s'il y a une hérédité, ben forcément, hein, donc comme on dit, hein, la pomme va pas tomber très loin du pommier, donc la petite aussi a ses capacités, heureusement qu'elle est bien entourée. Et comme je l'expliquais dans la précédente interview, l'avantage d'avoir aussi des enfants médiums, lorsqu'on a soi-même aussi des capacités, c'est qu'on est en tandem, c'est-à-dire qu'on est dans un apprentissage qui est conjoint avec l'enfant, qui est progressif avec l'enfant, et les parents apprennent aussi auprès de leurs enfants par rapport à leur évolution. Et quand je regarde par rapport au niveau de Cyril, au final, ça revient à rattraper des années que lui n'a pas pu exercer, n'a pas pu étudier, n'a pas pu faire face, ou même comprendre un petit peu le mécanisme de sa médiumnité lorsqu'il était jeune enfant, adolescent et jeune adulte. Et à travers sa petite Lou, ben, au final, il se remet à la page. Mais Voilà. c'est carrément ça, c'est complètement ça. Donc il se remet à la page Elle aussi. s'est réouvert dans ce chemin-là, quoi. Tout à fait. Est-ce que vous enseignez ou est-ce que vous éduquez votre fille dans la médiumnité? Est-ce que ça c'est quelque chose? Est-ce que vous essayez, comment dire, de lui inculquer un savoir-être, un savoir-faire, ou vous laissez faire les choses? On fait attention à ce qu'on dit quand même, parce que parfois quand même, on a eu des doutes quand les soirs étaient compliqués, que je veux pas aller dormir, je veux pas dormir toute seule. On se disait mince, est-ce qu'elle en joue pas? Donc on fait quand même attention à ce qu'on dit. Après, on lui a donné des conseils pour se protéger. D'elle-même aussi, elle a cherché toutes sortes d'images religieuses, des pierres, enfin, et à 4-5 ans, elle était très attirée par ça.
Mais on fait attention. On fait Oui. attention de pas trop, voilà. C'est surtout en termes de recherche, même pour nous personnellement, dans le domaine, on va dire, de l'ésotérisme et de la médiumnité, en fait, on peut tout et son contraire. Et à la finale, on peut vite fait, je pense, dévier dans des choses qui sont à l'à peu près. Et le souci, c'est qu'il n'y a pas de recette miracle non plus par rapport à l'appréhension du domaine, quoi. Tout à fait. C'est Et vrai que... en tant qu'adulte, nous, on y allait à tâtons, à apprendre des choses qui nous convenaient ou des exercices à mettre en pratique. Après, c'est vrai que quand on essayait de transmettre des éléments clés qui avaient fonctionné pour nous, c'est pas forcément des clés qui fonctionnaient pour nous, ne serait-ce que pour l'accompagner à s'endormir paisiblement, même si pendant, on va dire, la phase où elle dormait, les rêves et tout ça, bah là, c'est à elle de gérer en fonction de ce qu'elle traversait ou ce qu'elle travaillait. Tout à fait. Voilà, c'est une expérience, c'est un apprentissage sur le tas. Ça, c'est certain. Moi, je vois par rapport toujours à mon livre, hein, comme ça, d'accompagnement à la médiumnité, lorsque j'exprime mes premières années, hein, puisque moi-même, je suis donc une enfant médium pour le rappeler, c'est sûr qu'on est plutôt dans une découverte de soi. Enfin, l'enfant est tenu d'avoir cette découverte de lui-même, d'apprendre à se connaître, d'apprendre à gérer ce qu'il vit. De manière assez, on va dire, autonome, même s'il est accompagné par la famille, même s'il est accompagné par les parents, et d'autant plus lorsque les parents ont aussi été confrontés ou ont vécu ce type d'expérience plus jeune. Mais c'est vrai que l'on se retrouve face à soi-même, ça on peut pas le nier, donc c'est vrai que quand même cet apprentissage s'impose. L'erreur étant parfois au niveau des parents peut-être d'édicter une conduite ou une éducation spirituelle, médiumnique ou énergétique qui, comme vous l'avez expliqué, n'est peut-être pas en phase avec ce que l'enfant porte. Donc on est plutôt dans l'idée de suivre le rythme de son enfant plutôt que de le diriger dans son évolution. Ça serait peut-être plus sain comme conseil à donner aussi aux parents. Moi, je suis complètement d'accord d'éviter de tomber dans le piège, on va dire, soit d'une idéologie religieuse ou d'un dogme en fait par rapport à une méthode de travail pour elle, en fait, c'est tout ça. Oui. Voilà. Est-ce que l'école est informée ou est-ce qu'elle a eu des expériences à l'école avec ses petits camarades ou pas? Ah bah oui, avec ses camarades, c'est plus ses discours, où elle a sorti des choses quand elle me racontait le soir et qu'elle me disait bah, ma copine elle a pleuré, je dis bah oui tu peux pas, où elle avait dit à sa copine t'inquiète pas, quand tu vas mourir tu verras c'est génial là-haut, c'est super quoi. Ah oui. Et, bon bah la copine a pleuré, heureusement que je connais bien la maman et la maman avait des coups était particulière. Bon, et sinon, c'est plus, maman, je regardais par la fenêtre, j'ai vu un vélo bouger tout seul, je comprends pas, mais je suis la seule à voir ça, quoi. Ou alors, j'étais aux toilettes, et puis un monsieur qui est rentré dans mes toilettes, je lui ai dit qu'on n'avait pas le droit de regarder les enfants faire pipi, je lui ai dit de sortir, et puis il est parti. Et puis, en nous décrivant comment était ce monsieur, en fait, on s'est rendu compte qu'il avait les habits des anciens professeurs, là, les blouses. Et Oui. quand je lui ai montré des images, elle m'a dit oui, c'est ça que j'ai vu. Donc, voilà, des expériences mais elle se rend compte qu'elle est toute seule à voir. Quoi. Donc, c'est ça. Des fois, elles sont un peu bizarres. Disons qu'après, elle apprend petit à petit à tenir au secret. Voilà, parce qu'il y a, il y a quand même quelque chose qui est propre aussi aux enfants médiums, c'est que pour eux, pour nous, c'est naturel. Ouais. C'est naturel. Donc le fait d'en discuter dans la tête de l'enfant médium, après, en grandissant en âge, voilà, ils se mettent des barrières, ils se mettent des filtres parce qu'ils comprennent que c'est troublant, perturbant, parfois même choquant lorsque certains camarades s'entendent dire par le biais d'un enfant médium, bah écoute, tu sais, ton grand-père, s'il est parti, il n'a pas eu le choix, mais il est toujours à côté de toi. Ça peut être perturbant parce que surtout lorsque le camarade a dit à personne, sauf mettons les parents, la maîtresse ou au maître en disant ben voilà, il a manqué tel jour parce qu'on était à l'enterrement de son grand-père. Bon, si l'enfant n'en a pas parlé ou si la maîtresse n'a pas diffusé l'information et que c'est quelque chose de tenu au secret,
Lorsqu'on a l'enfant médium qui vient voir un camarade de classe en disant bah, tu sais, ton grand-père, il va bien, mais il t'accompagne toujours, il est toujours avec toi et tout, c'est très perturbant, c'est très troublant. C'est-à-dire, de nouveau, pour l'enfant médium, pour lui, c'est naturel, puisqu'en fait, il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de dissociation à faire entre la vie d'avant, c'est-à-dire le fait de vivre, d'être vivant, et la vie d'après, c'est-à-dire une fois dans l'au-delà. Pour eux, ils restent toujours dans la continuité de l'individu, d'une conscience qui au final est décorporée, mais qui perdure de l'autre côté. Donc pour eux, c'est naturel que de converser, que de dire il y a quelqu'un à côté de toi, où je vois des choses. Et après, bien évidemment, avec l'âge, avec les recommandations de papa et de maman, avec le regard un petit peu inquisiteur, voire un peu suspicieux de la part des parents des autres ou même des enfants, ils se disent bon, là, le propos que je tiens à mes camarades de classe dérange. Soit ça donne de la peine, soit ça dérange. Ça peut faire peur aussi. Et comme je n'ai pas envie d'être marginalisée, ben je me tais. Ça commence déjà. Elle fait plus ça déjà. Oui. Ça, mais ce qui va remonter actuellement, je pense que c'est lié aussi au développement et puis à l'âge. Actuellement, là, entre les copains et les copines, donc il y a, on va dire, les jeux où on s'amuse à se faire peur. Ça parle un peu dans la cour de récréation de tout ce qui est les Momo Challenge et tout ça, tout ce qu'ils peuvent voir et apercevoir en fait sur Internet ou à la télé. Quoi. Oui, voilà. C'est là que moi je commence à mettre un petit peu le haut là par rapport à ce genre de. Ah, mais complètement. Ouais, il faut parce que voilà, il y a. Là, en fait, il y a le souci où on est actuellement, c'est que du coup, elle se laisse diriger par la peur. Il n'y a pas d'essai de maîtrise en fait. À partir du moment où elle va sentir l'élan de peur, en fait, elle va focaliser dessus à 200% et elle va rien écouter de ce qui se passe autour. Oui, il faut après réaiguiller l'enfant de nouveau pour le remettre en confiance avec ce qu'il est. Parce que c'est le tort, ce que j'expliquais également dans mes précédentes interviews et également sur mes précédentes vidéos. On n'est malheureusement pas aidé à la tâche, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout ce qui est de l'ordre des réseaux sociaux, forums, groupes, livres, YouTube ou autres, on cultive le sentiment de peur et on cultive vraiment l'idée comme quoi le médium s'expose à tout. Et malheureusement, ça nous dessert énormément, déjà avec les médiums qui rattrapent cette médiumnité, ou la médiumnité les rattrape un peu plus sur le tard. On vous expose dans un sentiment de peur avec des protections, sans comprendre de quoi on se protège, sans comprendre pourquoi on se protège, est-ce que c'est nécessaire de le faire. Et lorsqu'on ramène ça au monde de l'enfant médium, on est en train d'insinuer que l'enfant est une cible toute désignée, à être harcelé, à être inquiété. Comment voulez-vous que l'enfant évolue dans un climat de sérénité et d'acceptation de sa médiumnité si on ne lui renvoie que des problèmes ou des choses absolument glauques ou gore? C'est pas possible. Même si ça existe, je veux dire, moi-même, étant enfant médium, lorsque j'étais petite, comme je l'expliquais aussi dans mes vidéos ou même dans mon livre, lorsque j'étais jeune, pour moi, c'est vrai que c'était pas très loin du film Sixième Sens, quoi. Le fait de voir des morts avec les conséquences de leur décès, voilà, aussi le fait d'avoir des morts qui étaient sereins et apaisés, aussi, voilà, c'est peut-être aussi là qu'est le tort des réseaux sociaux, c'est qu'on va parler énormément des difficultés ou des épreuves liées à la médiumnité, plutôt que de dire, mais attendez, mais il faut se raisonner, parce que la première étape de contact pour un défunt, certains vont arriver très clean parce qu'ils sont assez évolués dans leur progression. Mais la première étape, ça va toujours être, voilà, ben, tu vois, je suis partie comme ça. Et si on est sur quelqu'un qui est parti abîmé, altéré, perturbé psychologiquement, émotionnellement, ben, le défunt, lui, ne va pas, mettre les gants ou prendre un peu l'enfant avec des pincettes. Il vient comme il est, quoi. Et c'est vrai que du coup, pour la gestion émotionnelle d'un enfant, c'est très perturbant, c'est très choquant. Mais lorsqu'on explique à l'enfant, ben voilà, écoute, ce n'est que sa façon à lui d'expliquer comment il est parti, mais voilà, il ne se définit pas uniquement par cette apparence-là ou par cette attitude-là aussi. Mais elle est encore jeune, voilà, elle est encore jeune, c'est-à-dire que du haut de ses 9 ans, eh ben, elle prend ça de plein fouet, elle essaye absolument de gérer les plans émotionnels, de gérer une peur qui est normale à cet âge-là, mais que l'on peut arriver
à expliquer pour l'aider après à dépasser, à essayer de raisonner aussi un petit peu son approche au monde de l'au-delà. Tandis que si à côté de ça, on lui explique tu dois te protéger, il faut te protéger, on entretient une peur. Oui. Ouais. Ça, c'est certain. Totalement. Ça, c'est certain. Vous m'aviez expliqué il y a peu de temps de ça, lors de l'interview, que vous aviez également fait appel, hein, c'était un déroulement logique hein, dans votre parcours et dans l'accompagnement de votre fille. Vous aviez fait appel également à un psychologue. Alors, bien entendu, je peux comprendre le pourquoi. Après, voilà, comment ça s'est passé concrètement avec ce psychologue ou cette psychologue? C'était un monsieur ou une dame? Alors, c'était une femme, c'était une association, les pâtes au beurre, c'est connu pour aider les parents de manière bénévole, voilà, mais avec des soucis, je dirais, lambda. Et on y a été parce que Lou ne parvenait absolument pas à s'endormir, qu'elle hurlait le soir, et on s'est dit, il nous faut de l'aide, quoi, voilà. Et comment ça s'est passé? Elle a trouvé Lou très équilibré en l'observant dans le jeu. Lou va très bien, écoutez, laissez-la pleurer, elle gagne du terrain en voulant dormir avec vous. Et quand on a osé dire, Lou, elle nous raconte ça, elle nous raconte ça, évidemment, il y a eu un blocage. Et non, Lou vous teste en gros, et elle veut juste gagner du terrain, donc laissez-la pleurer. Sauf que Lou ne pleurait pas, elle hurlait. Donc, ça n'a pas fonctionné. Eh oui, bien sûr. Voilà. C'est une psychologue qui, alors pardonnez-moi la question, mais qui est importante aussi pour nos auditeurs. C'est une psychologue, une vraie psychologue, ou c'était une thérapeute lambda? On était vraiment avec une psychologue. Ouais. Psychologue, mais je pense qu'elle prenait pas conscience de ce qu'on lui disait. Quand on lui disait que c'était pas des pleurs, ses deux petits frères parfois ont pleuré, c'était pas du tout la même chose. Je pense qu'elle n'avait pas pris en mesure D'accord. la détresse de Lou, et Lou était très bien en rendez-vous, elle jouait super bien, elle s'exprimait bien, donc je pense qu'elle n'a pas pris, et puis lui raconter que vous voyez des choses, là, bien sûr, scientifiquement c'était juste pas possible à entendre. Ouais, et oui, là ça venait confronter quelque chose de surnaturel, hein, c'est le cas, avec quelque chose de vachement plus rationnel, analytique, voilà, qui n'était pas du tout à sa portée. Alors par chance, je sais qu'il y a quand même des psychologues, même des pédopsies, qui ont une sensibilité à ces choses-là et qui admettent et qui reconnaissent comme quoi ça peut exister. D'autant plus si les parents en amont ont fait ce recherche, cette étude des aptitudes de leur enfant pour éviter, hein, comme je l'explique toujours, parce que c'est indispensable et ça il faut que tous les parents le comprennent et l'admettent comme utile, en excluant tout ce qui serait de l'ordre d'un trouble neurologique ou d'un trouble psychiatrique chez l'enfant, parce que voilà, ce n'est pas au prétexte que ce sont des jeunes enfants qu'ils sont, on va dire, mis à l'abri de troubles neurologiques ou de délires schizophréniques ou autres. Hein. Voilà, ça aussi pareil, parce que quand les gens disent un enfant ne ment pas, oui, mais un enfant peut être aussi dans la mythomanie pathologique. Oui. Ça existe. Un enfant, c'est un enfant, mais oui, mais un enfant peut être atteint de schizophrénie, tout comme un enfant peut avoir un trouble neurologique qui peut provoquer des hallucinations auditives ou visuelles. Ça existe aussi. D'où quand même cette nécessité pour les parents qui nous écoutent de chercher toujours la part de véracité, c'est-à-dire dans ce qu'explique l'enfant, est-ce qu'il y a moyen de vérifier, est-ce qu'il y a moyen d'avoir une confirmation et ainsi de suite. Je reprends l'exemple de l'enfant qui dirait à quelqu'un ton grand-père il t'accompagne, t'inquiète pas. Bon voilà, si la maman vous appelle le soir en disant mais qu'est-ce qui a pris à votre enfant d'aller dire ça sur son grand-père, et puis d'abord comment savez-vous qu'il est mort, on n'en a pas parlé, là du coup la confirmation elle tombe, hein. Voilà, ça pour l'avoir vécu avec une autre famille, voilà, là c'est indéniable. Donc c'est vrai que cet accompagnement est nécessaire. Après, comme j'expliquais, c'est sûr que le fait d'avoir des psychologues ou des pédopsies qui sont sensibilisés à ça, c'est propre à chacun, voilà, parce que on ne peut pas demander aux accompagnants en termes de psychologie d'être ouverts à tout, d'être croyants en ces choses-là, de donner une validité,
Donc là aussi pareil, si on a après dans des petits réseaux, et heureusement que les réseaux sociaux existent à cette fin, c'est-à-dire que lorsque vous êtes dans des groupes Facebook ou dans des communautés de groupes même privés, des forums ou autres, on a l'avantage de se dire, écoute, moi j'ai une psychologue ou j'ai un pédopsie qui croit en ces choses-là parce qu'il a testé ou parce qu'il a vécu lui-même ou parce qu'il est lui-même médium aussi. Hein. Voilà, il ne faut pas croire que le monde de la médiumnité n'est pas non plus comment dire, un tremplin pour ensuite se professionnaliser aussi en tant que psy ou en tant que pédopsie. Voilà, tout comme ça. Là, c'est ce qu'on a fait. On a trouvé quelqu'un grâce au groupe que vous avez créé. Super. Parents, enfants, médium. Et du coup, on a enfin trouvé quelqu'un qui est psychologue et médium. Ah ben c'est génial. C'est assez énorme. C'est super. Génial. Écoutez, si le groupe a pu aider à ça, c'est génial parce que c'est vrai que voilà, je dirais que ce serait l'idéal. Voilà, on peut pas avoir tout, mais après c'est sûr qu'on ne peut pas blâmer non plus le monde des psychologues ou psychiatres ou pédopsies. On ne peut pas les blâmer de ne pas être ouverts à ces choses-là parce que ce que l'on vit est de l'ordre du surnaturel, du paranormal. Et pour y croire, il faut bien y avoir été confronté au moins une fois dans sa vie. Donc on ne peut pas les blâmer de ça. On ne peut pas les blâmer. Mais quand vous voyez, vous, en tant que parent, que ça porte atteinte, parce que du coup, on n'est pas du tout dans l'écoute attentive de l'enfant, et on l'écarte en lui disant, tout ça, c'est dans sa tête, ou ce n'est qu'un moyen de pression que l'enfant a trouvé pour manipuler, entre guillemets, parce que, en d'autres termes, ça revient à dire ça, pour manipuler les parents, pour trouver un moyen de pression vis-à-vis des parents, c'est sûr que vous, voilà, de suite, vous avez eu cette réaction en disant, non, ça, ce propos-là, c'est pas raccord avec ce qu'on vit, c'est pas raccord du tout avec ce que Lou vit aussi, et en plus de ça, ça peut provoquer beaucoup de dégâts parce que la gamine va se dire, bon, alors j'ai un problème ou pas? Non, t'en as pas. Oui, du coup, on l'a pas écouté tout de suite, notre petit Lou, quoi. Quand on sortait des rendez-vous, on se dit, bon, peut-être qu'on essaye de la laisser pleurer, mais ça nous prenait au trip parce que c'était de la terreur, quoi. On a vite arrêté, quoi. C'est pas possible. Donc là aussi, pareil, donc ce groupe a pu aider en cela, l'écoute, le partage, le fait de trouver d'autres solutions et d'être mise en relation avec des gens. Vous me laisserez le nom de la psychologue qui suit la petite Lou, parce que ça peut être intéressant, pareil, pour d'autres parents de votre région ou de votre ville, d'avoir cette adresse-là en partage en se disant, c'est bien d'avoir quelqu'un qui nous comprenne et qui puisse l'accompagner raisonnablement dans le discernement et avec tout le savoir-faire d'un psychologue aussi qui est indispensable à mes yeux. Oui, complètement. Franchement, on était ravis, quoi. Bon, écoutez, je vous remercie vraiment pour votre disponibilité pour faire cette interview. Est-ce que vous auriez quelque chose en partage à faire part encore? En partage, non, c'est bon. Je pense qu'on a Oui. Pour finir, du coup, on a bien rencontré ce psychologue médium là, on a commencé à mettre un travail. Pour l'instant, on est encore quand même dans, on va dire, le fait de laisser infuser le travail qui a été fait, puis être sur l'observation, on va dire, du travail qui commence. Quoi. Tout à fait. On y va de manière progressive, et puis je dirais le maître mot, ce serait la patience. Tout à fait, voilà. Il faut être très raisonnable, voilà. Il y a une fragilité, voilà, dans l'accompagnement d'un enfant médium, il y a une fragilité parce que pour Lou, autant c'est évident, autant elle est dans la découverte de ce qu'elle est. Donc c'est vrai que on en prend soin, bien évidemment, et en même temps, on s'entoure des bonnes personnes pour l'aider à évoluer dans sa médiumnité et avant tout ça, dans sa vie d'enfant. Eh bien, écoutez, Doriane et Cyril, je vous remercie vivement pour votre contribution à ces petites interviews des parents d'enfants médiums. Je salue très chaleureusement la petite Lou et j'espère à très très bientôt sur le groupe. Et avec vous, chers auditeurs, on se dit à très bientôt pour d'autres interviews de parents médiums, d'enfants médiums. Merci à vous. Bonne journée. Merci beaucoup. À très bientôt. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.